Nous allons donc maintenant explorer le menu Q, Quick Menu. C'est le bouton qui permet d'accéder à toutes les fonctions de l'appareil et les fonctions principales. On va se mettre en mode manuel pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctions. Alors, on va les faire dans l'ordre. On a donc ici la vitesse d'obturation. Donc ça détermine le temps, la durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière. Plus la durée est courte, 1/2 millième de seconde, moins la lumière qui rentrera sera importante. Si évidemment on fait une durée de 2 ou 8 secondes, on va avoir énormément de lumière qui rentre évidemment. Voilà, on peut aussi bouger ça avec la molette. F1.8 ici, donc il s'agit de l'ouverture de l'objectif. Plus l'ouverture est grande, plus on va avoir un beau flou d'arrière-plan. F1.8 avec un petit chiffre, ça équivaut à une grande ouverture. C'est pas très pratique, mais c'est comme ça. Et quand on fait F22, à ce moment-là, c'est une toute petite ouverture. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre, donc il faut le temps de pause plus long, mais la profondeur de champ est importante et tout est net. Plus le nombre est grand, plus vous allez avoir une profondeur de champ importante. Ensuite, on a les ISO. Alors, je vais en remettre une valeur à peu près normale. On a les ISO. Les ISO, ça détermine la sensibilité du capteur, c'est-à-dire que le capteur va électroniquement booster le signal, et donc ça permettra d'avoir des photos, de simuler en tout cas, comme s'il y avait eu plus de lumière qui était rentrée. La contrepartie, c'est que si vous mettez des ISO importants, vous allez avoir du bruit numérique, des sortes de petits grains qui vont apparaître sur votre photo. Donc, tant que possible, faites des photos à 100 ISO pour avoir un minimum de grains et de bruit numérique. Mais dans certaines situations, on est très content d'avoir 3200, 6400 ISO, parce que ça permet de prendre des photos quand il fait très sombre ou très noir, et de ne pas avoir besoin de temps de pause de 2, 3 ou 4 secondes où les sujets auraient déjà bougé depuis très longtemps. Donc ça, ce sont les trois piliers vraiment de l'exposition, le quatrième étant la lumière ambiante. Ensuite, on a ici la correction d'exposition. Alors la correction d'exposition, on va le faire en tournant plutôt comme ça. Et non, même pas comme ça. Alors oui, voilà, je sais pourquoi, c'est qu'on est en mode manuel. En mode manuel, on n'a pas de correction d'exposition puisqu'on règle nous-mêmes l'exposition. Donc on va se remettre en priorité ouverture pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Donc ici, si je bouge cette molette-là, je peux aller à plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. C'est-à-dire que l'appareil photo, lui, va mesurer l'exposition et va mesurer pour une exposition qui lui semble correcte. Par exemple, là, il a considéré que c'était correct. Moi, par exemple, je peux trouver que c'est trop clair parce que j'ai plein de parties qui clignotent qui sont les zones où les blancs sont cramés, donc je peux avoir envie de diminuer ça, par exemple. Diminuer l'exposition. À ce moment-là, on va donc se mettre dans la correction d'exposition et je vais diminuer de, par exemple, un stop de lumière. Et on va reprendre la même pose. Et cette fois-ci, c'est plus sombre. Vous voyez, entre celle-là et celle-là, il a assombri entre les deux, il a exposé moins longtemps. Donc ça permet en fait de dire à l'appareil, là tu t'es trompé, moi je veux que ce soit plus sombre ou je veux que ce soit plus clair. C'est très très pratique. On va se remettre à 0. Et ensuite, la deuxième fonction qu'on a ici, c'est le réglage du AEB. AEB, c'est Auto Exposure Bracketing. Donc le bracketing, en fait, c'est le fait de prendre plusieurs pauses à la suite. Et ça peut avoir plusieurs intérêts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des temps de pause un peu plus courts, parce que là, sinon, on n'est pas sorti. Donc on va se remettre en mode manuel déjà, ou quoique, oui, sur mode manuel. Et on va donc, par exemple, faire ça. Là, je vais vérifier si mon exposition est bien. Je suis largement sous-exposé. Donc, on va faire un temps de pause plus court. On va se mettre à F1.8. Et ici, on est à peu près bien exposé. On fait une photo de test. Voilà, l'exposition est à peu près correcte. Donc, on revient à cette fonction-là. Donc, le bracketing, en fait, c'est quand on prend plusieurs pauses. Typiquement, là, il est réglé sur 3 pauses. On peut régler ça dans les menus pour en faire 5 ou 7. Et je vais déterminer, en fait, la différence d'exposition que mon appareil va appliquer entre les pauses. Par exemple, là, ici, si je vais à fond dans le spectre, il va me faire une à moins 3 stops, une avec l'exposition correcte et une avec plus 3 stops. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, correct. Moins 3 stops, plus 3 stops. Voilà.
Donc vous avez vu un petit peu. Bon, pas la peine de les remontrer. Et on peut donc régler ça plus finement et faire un petit peu plus léger, par exemple moins un stop, plus de stop, etc. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, et là où c'est le plus utilisé, c'est pour la photo HDR. On en reparlera certainement dans une autre vidéo, où vous prenez plusieurs expositions différentes et vous les combinez ensuite dans un logiciel pour retrouver des détails dans les sombres et dans les hautes lumières dans la même image. L'autre intérêt, ça peut être que si par exemple vous avez besoin de prendre une photo très très rapidement sur le vif, vous allez vous mettre en mode rafale et vous n'êtes pas certain que votre exposition est bonne, vous allez vous mettre en bracketing, par exemple le plus un stop, et là vous allez faire... Voilà, là j'ai pris très rapidement 3 photos, comme ça si jamais c'est vraiment une scène qui ne va se produire qu'une seule fois, disons la patrouille de France qui passe au-dessus de vous, vous avez peur que le ciel est en blanc, la photo soit mal exposée, vous mettez le bracketing, vous prenez vos 3 photos, et vous allez avoir instantanément vos 3 photos correctes, moins un stop, plus un stop, et vous avez plus de chances d'avoir une photo qui réussit. Donc voilà un petit peu à quoi sert le bracketing. Ensuite, on a ici la correction d'exposition du flash. C'est exactement pareil que la correction d'exposition pour la photo, sauf que là, cette fois-ci, ça va gérer le flash, donc soit le petit flash qui est présent sur votre appareil de façon intégrée, soit un flash que vous venez brancher sur la griffe. Donc par exemple, si vous avez pris une photo avec votre flash et que votre flash vous a paru beaucoup trop fort, vous allez mettre à moins de stop pour que le flash soit moins violent. Ensuite, ici, on a la petite touche qui détermine si les fonctions Wi-Fi sont activées ou désactivées. Là, je les ai désactivées. On a ensuite ici les styles d'image. Alors, les styles d'image, on a automatique, standard, portrait, paysage, etc. Et on a des modes customisables, paramétrables. Ça, c'est pratique pour les gens qui font des photos en JPEG. C'est-à-dire que c'est le traitement que va appliquer l'appareil photo à chaque photo. Quand vous prenez une photo, le capteur reçoit des informations, ensuite il la transforme en image. Quand vous prenez des photos en RAW, ces informations sont transmises dans un fichier brut, dans un fichier RAW, et c'est le logiciel dans l'ordinateur qui va interpréter ces données et qui va ensuite vous donner accès à ces données pour retravailler la photo comme vous le souhaitez. Quand vous faites des photos en JPEG, à ce moment-là, c'est l'appareil photo qui, lui, va transformer ces données en une photo. Et donc, il va utiliser ces différents paramètres. Alors, par exemple, on peut voir ici, on a différents réglages. La netteté, le contraste, la saturation et la teinte de couleur. Donc, si, par exemple, on se met en portrait, on voit que la netteté est diminuée pour éviter de faire ressortir trop les pores, etc. Si on se met en paysage, là, on va voir que la netteté est légèrement augmentée. Le reste, il ne touche pas. Si on se met en neutre, la netteté est totalement neutre. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont différentes et il y a aussi d'autres paramètres qui sont derrière et qu'on ne voit pas. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. De toute façon, ça n'intéresse que les personnes qui shootent en JPEG. Ça peut intéresser aussi les gens qui font de la vidéo, parce que la vidéo, tant qu'elle n'est pas en RAW, qui est une fonctionnalité toute nouvelle et qu'il n'y a pas sur cet appareil-là, tant que votre vidéo n'est pas en RAW, l'appareil photo va appliquer les styles d'image à votre vidéo également. Donc c'est là que ça devient aussi important, mais c'est un tout autre sujet. Ensuite, la balance des blancs, alors on peut la mettre en automatique, on peut sélectionner sinon en fonction des conditions atmosphériques, ou si vous êtes à l'intérieur avec des lumières tungstène, avec des lumières fluo, etc. Et on peut également régler la balance des blancs, vous voyez, très finement, en choisissant la température en Kelvin de votre balance des blancs. Moi, personnellement, je la laisse sur automatique et je la rechange dans Lightroom si besoin. Mais la balance des blancs en automatique est généralement très bonne, sauf en intérieur. Quand je fais des photos d'intérieur, systématiquement, je dois rechanger la balance des blancs. Donc peut-être que j'aurais intérêt à ne plus me mettre en automatique dans ces conditions-là. Ensuite, ici, là, on peut régler plus finement la balance des blancs. Alors, on a vu qu'on pouvait régler la température. Là, on peut régler aussi le décalage vers le bleu, le rouge, le magenta ou le vert. Donc, c'est vraiment très très fin. Et on peut faire aussi, vous voyez, du bracketing avec différentes balances des blancs. Donc, par exemple, on va essayer celle-là avec vers le rouge. Hop là, j'ai joué avec l'écran tactile.
Donc par exemple, là, je décale vers le rouge et vers le bleu. On va prendre 3 photos. J'en ai pris 4, c'est pas grave. Alors le problème, c'est que là, je suis... Alors voilà, si on voit un petit peu, celle-là est plus bleue, celle-là est plus orangée, et celle-là est correctement exposée en termes de couleur. Je sais pas si si on le distingue bien sur la vidéo, mais c'est le principe. Voilà, donc c'est comme pour l'autre, ça peut vous servir si vous voulez vraiment avoir une balance des blancs impeccable. Ensuite, ici, correction automatique de luminosité. Ça, c'est une option qui va vous récupérer des détails dans les ombres. C'est un petit peu comme les styles d'image, quelque chose qui va s'appliquer uniquement au JPEG. Et donc dans le traitement de l'image, c'est-à-dire qu'il va faire comme si par exemple vous avez des ombres totalement noires et que vous voulez du détail dedans, il va relever un petit peu le détail dans ces ombres pour le traitement de la photo en JPEG. Si vous faites vos photos en RAW, il n'y a que DPP, le logiciel de traitement RAW de Canon, qui va prendre en compte cette fonction-là. Et tous les autres logiciels ne le prennent pas en compte, mais de toute façon, vous pouvez refaire la même fonction bien plus élaborée dans Lightroom et les autres logiciels de ce type. Donc c'est vraiment intéressant que pour les gens qui font du JPEG. Sachez évidemment que comme ça débouche les ombres, ça va générer du bruit. Ensuite, ici, on a la possibilité de configurer tous les boutons. Donc là, par exemple, si on s'intéresse au déclencheur à mi-course, c'est-à-dire quand on appuie à moitié sur le déclencheur et pas totalement pour prendre la photo, hop, on va revenir dessus. On peut dire, par exemple, que ça fait la mesure d'exposition et l'autofocus, ou que ça ne fait que activer la mesure d'exposition, ou que ça ne mesure l'exposition quand on garde la touche enfoncée et que ça va la garder en mémoire. Donc on peut régler comme ça le fonctionnement des différentes touches dont on a accès sur notre appareil photo. Donc moi je vais me remettre là-dessus. Voilà. Hop, on revient dans le menu. On a bientôt fini. On a ensuite donc les différentes méthodes d'autofocus. Alors one shot, AI focus, AI cerveau. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et aussi sur la sélection des collimateurs, il y a aussi pas mal de choses à dire, donc on reviendra sur ces deux points-là dans une vidéo. On a également les modes d'acquisition, je reviendrai aussi là-dessus dans encore une autre vidéo, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Les mesures d'exposition, pareil, c'est aussi un sujet assez intéressant, donc on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Et enfin, dernier point, vous pouvez sélectionner les formats de fichiers que vous enregistrez. Vous avez donc le RAW qui sont ces formats bruts dont je vous parlais. Vous pouvez le faire de taille moyenne, de taille petite ou de grande taille. Et vous pouvez aussi dire je ne veux pas de RAW. Et vous pouvez faire du JPEG en large, donc en grande taille, détail fin, en grande taille avec les détails un peu plus grossiers, moyen, moyen grossier, petit, petit grossier, très petit, très très petit. Voilà, globalement, on va rester tout le temps sur les tailles et les définitions les plus élevées parce que, honnêtement, les cartes mémoire de nos jours, ça coûte pas grand-chose. Ça peut avoir une influence sur la rafale, le nombre d'images qu'on peut prendre en rafale, et ça, je vous montrerai dans la vidéo sur les modes de prise de vue. Et après, les débats, c'est est-ce que vous prenez, toutes vos photos uniquement en JPEG ou uniquement en RAW ou en RAW plus JPEG. Voilà, moi personnellement, la plupart du temps, j'utilise RAW plus JPEG. Voilà, c'est fini pour le quick menu, le menu d'accès rapide. Et je vous retrouve très bientôt pour continuer à rentrer en profondeur dans les fonctions de votre appareil photo. À bientôt, ciao.